Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Au lendemain du 5 octobre, le régime avait compris que s'il ne cédait pas aux aspirations populaires, il provoquerait une immense explosion de toute la population cette fois-ci. Et il savait que la prochaine serait massive, qu'elle entraînerait l'ensemble des Algériens dans la résistance à sa mainmise sur tout le pays. Alors, il entreprit savamment, laborieusement, de démocratiser le système, de le démocratiser, n'est-ce pas, et de libéraliser son économie. Mais à sa façon, en contrôlant de très près ce qui devait paraître comme une révolution démocratique. Et c'est ainsi qu'en un tournement, une presse dite indépendante sortit toute casquée du cerveau des maîtres du pays. Des journalistes qui officiaient dans la machine de propagande du régime, comme El Moujahid, Chab, furent encouragés à créer leurs propres journaux, avec les moyens de l'État, lignes de crédit, locaux, publicité, impression à crédit, etc. et autres facilités. Et ainsi, du jour au lendemain, on nous apprit que nous avions désormais la presse la plus libre du monde arabe. Et il est vrai que le ton adopté a trompé tout le monde. En fait, cette presse n'a jamais mené de véritables investigations sur la vraie nature du régime, sur ses prédations, ses crimes, sauf quand elle se prêtait à des règlements de compte entre clans inverses, clans adverses qui se tiraient dans les pattes. Côté politique, le régime permit la création de plus de 60 partis du jour au lendemain, des partis dits politiques. Et il fit en sorte que tous puissent accéder à la télévision. Et ce fut un vrai cirque Ammar. Comme si le régime voulait dire aux Algériens « Ah, vous vouliez le multipartisme? Eh bien, en veux-tu? En voilà, régalez-vous » Côté économie, ce fut encore pire. Après M. Blé, M. Médicament et autres M. Monopole, le régime entreprit de brader tout le secteur public à ses clientèles, à leur ouvrir des lignes de crédit faramineuses et à leur permettre de capter la quasi-totalité de l'économie nationale, la Sonatrach exceptée, même si autour d'elle, autour de Sonatrach, furent aménagés des espaces de soi-disant investissements qui rapportent en milliards de dollars, tous réservés à la nomenclatura et à ses clientèles. Et ainsi, petit à petit, doucement et sûrement, toutes les réformes consenties furent dénaturées, vidées de tout sens, réduites à des rôles de pure façade. Les années 90 furent celles qui achevèrent l'éradication en profondeur de tout ce qui avait fait croire que le pays se démocratisait. Le FIS fut dissous et les autres partis d'opposition furent tous, les uns après les autres, soit neutralisés, réduits au silence, soit tout bonnement corrompus, leurs dirigeants invités à se servir généreusement au râtelier qui leur était offert. Les débats politiques télévisés entre formations politiques opposées n'étaient plus qu'un souvenir. Les promesses d'une presse qui avait laissé croire qu'elle allait malgré tout déboucher sur une relative liberté s'évaporèrent entre carottes publicitaires et bâtons de créance. Des journalistes furent jetés en prison. L'un d'eux fut assassiné alors qu'il était en détention. De nouveaux milliardaires en dollars s'il vous plaît, frais désormais, sans même s'en cacher, avec les vrais tenants du régime. Le principal syndicat du pays est squatté par des milieux d'affaires aussi interlopes qu'ils sont intimement liés aux plus grosses fortunes du pays. Fortunes tout aussi interlopes. Tout a été perverti,
systématiquement, jusqu'à des formations politiques dites de gauche, jusqu'à des partis islamistes, ou dits islamistes, jusqu'aux zaouïas, jusqu'aux universitaires, jusqu'aux organisations de masse et jusqu'à la famille dite révolutionnaire. À un ami à qui j'avais dit qu'il ne reste plus rien d'octobre 88, que ses promesses avaient été enterrées, définitivement enterrées. Il m'a répondu ceci. Ils ont essayé de nous enterrer, mais ils ne savaient pas que nous étions des graines. Aujourd'hui. HuffPost Maghreb, Rassemblement Action Jeunesse. Attention aux similitudes entre octobre 88 et aujourd'hui, par Latifa Abada. Liberté, il y a 29 ans, les événements d'octobre 88. 2017, le pouvoir face au retour de l'histoire, par Djilali B. Le matin d'Algérie, octobre 1988, ou Le Havre d'Ain Benyan, par Ammar Naït Messaoud. 5 octobre 88, 29 ans après, quel fruit. Et avec nous pour en parler, Ali Aïdjoudi, militant des droits de l'homme, ici avec moi sur le plateau. Merci Ali d'être avec nous. Bonjour. Sofiane Gilali, président de Gil Jadid. Merci Sofiane Gilali d'être avec nous. Avec plaisir. Et Khaled Ziyari, ancien cadre à la DGSN. Khaled Ziyari, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Merci. Alors, avant de commencer à parler de 5 octobre à aujourd'hui, ce qui s'est passé, je voulais vous annoncer que M. Rachid Nekaz, très connu au demeurant, qui n'est plus à présenter, qui a été candidat aux élections présidentielles, a été agressé aujourd'hui à Paris, sauvagement agressé. Lui parle de tentative d'assassinat commise sur sa personne. Nous allons vous montrer quelques images. J'avertis que les images sont choquantes, âme sensible, s'abstenir. Un petit extrait. شوفوا الشعب الجزائري هذا وليد العيداني يبغى يقتلني شوفوا ايش هذا لي شوفوا وليد العيداني يبغى يقتلني شوفوا وليد العيداني شوفوا ايش هدر فيا في نويسيق سغسال بغى يقتلني شوفوا بغى يقتلني شوفوا بغى يقتلني شوفوا يا الشعب الجزائري شوفوا السراقين بغى يقتلوني شوفوا il a voulu me tuer c'est un assassin c'est un assassin c'est un assassin شوفوا بعينكم شوفوا السراقين اللي يحكموا في البيت il a voulu me tuer c'est un criminel. Alors, petit tour de table. Lia Aïdjoudi, qu'est-ce que vous pensez de cette agression en plein Paris par le fils de Saadani? Nous dit Rachid Nekaz, nous n'en savons rien. C'est Rachid Nekaz qui le dit. C'est un acte ignoble qui est condamnable. Nous, pour eux, c'est des sujets. Donc, il ne fallait pas qu'on les dénonce, ni les montrer du doigt. Donc, ils sont dans leur rôle. Comme leurs parents. Donc, ils ont dilapidé les richesses du pays. Et aujourd'hui, ils interdisent même aux gens de montrer ces gens-là, donc les indexer. Ils préfèrent rester dans l'anonymat et profiter de ce qu'ils ont dilapidé. Voilà, donc c'est un acte ignoble. Rappelons que Rachid Nekaz a été agressé sur le trottoir en face des biens de M. Saadani à Neuilly-sur-Seine. Absolument. En tout cas, pour moi, je ne partage pas tellement les méthodes aussi de Rachid Nekaz, sa façon de militer. Il ne veut pas se mouiller officiellement dans une lutte frontale avec le pouvoir. Il a même dit que le pouvoir est démocratique ou démocrate à 85%. Donc moi, je ne partage pas. Sauf que dans des cas pareils, moi, je me solidarise avec Rachid Nekaz. Je condamne fermement cet acte ignoble et lâche. Sofiane Gilali, au sujet de cette agression contre un homme politique algérien, avant d'entrer dans le sujet d'aujourd'hui.
Je pense que tôt ou tard, le régime allait en venir aux mains, on s'y attend et à tout moment. Ce matin, j'ai fermement condamné cette violence qui a été Je vous interromps, Sofiane Jilali, vous êtes le seul homme politique qui a ouvertement condamné sur son espace Facebook, je voulais le signaler. Je vous en prie. Et j'ai exprimé mon soutien à Rachid Nekez. J'ai eu appelé aussi ses représentants ici pour leur dire de même. Il n'y a aucune raison qui puisse nous rendre admissibles ce qui est inadmissible. C'est insensé, même s'il a un peu harcelé la famille Saadani, il n'avait qu'à déposer plainte. Ils sont dans un pays où l'état de droit est là et ils n'ont pas besoin de parler d'état civil. Et ils n'ont qu'à appliquer l'état de droit, ils auraient pu faire appel à la justice. Mais si vous permettez, c'est Béchenouk, depuis 3-4 jours, il y a eu plusieurs morts dans une ville à l'intérieur du pays, à Ain Baïda exactement, dans la wilaya de Tibari. J'ai 3 noms, il y aurait probablement 2 autres mois qui auraient été tués, on ne connaît pas très bien les conditions. Je sais par contre qu'il y a des émeutes, c'est à la suite de ces émeutes qu'il y a eu ces morts, malheureusement, au cours des affrontements. Nous allons consacrer une émission à Ain Baïda. Si nous ne l'avons pas encore fait, c'est parce que nous manquions d'informations. Et vous savez très bien que les correspondants d'El Magharibi ne sont pas libres de leur mouvement. Ils sont très surveillés, empêchés de se rendre sur les lieux. Mais nous essayons d'avoir des informations d'autres façons. Khaled Ziyari, au sujet de l'agression contre Rachid Nekez? Non, écoutez, Jamel, moi je pense qu'il faut attendre encore un petit peu. On va voir comment les choses vont évoluer et puis avoir les données réelles de la situation. Néanmoins, ça reste un acte condamnable et que moi-même j'ai condamné à travers ma page Facebook. Mais je pense qu'il faut attendre encore demain, après-demain. On va voir l'évolution de la situation et puis on donnera notre avis, bien sûr. Mais ça reste condamnable, évidemment. Très bien, merci, vous avez tout à fait raison. Ali Aïdjoudi, 5 octobre 1988, beaucoup de promesses, un régime qui avait vraisemblablement paniqué, surtout après la mort de centaines de jeunes Algériens, des milliers d'autres blessés, estropiés à vie. Il avait promis des ouvertures vraiment démocratiques, multipartisme, liberté de la presse, que sais-je, séparation des pouvoirs, élections transparentes, retrait de l'armée de la vie politique, liberté de la presse, transparence dans la gestion économique, liberté du syndicalisme. Qu'en est-il resté aujourd'hui après tout ce qu'on nous a fait croire, cette transition qui semblait s'acheminer vers une véritable démocratisation du pays? Enfin, c'est un triste sort qui est réservé à toutes ces promesses illusoires. Et donc, il faut reconnaître d'abord que la transition a été mal gérée. D'abord, je m'incline devant la mémoire des martyrs d'octobre 88 parce que il y a certains qui ont encore des séquelles jusqu'au jour d'aujourd'hui qui ne sont même pas reconnus et c'est des centaines. Donc le dossier noir d'octobre 88 n'est pas fermé. Oui. Donc les assassins n'ont pas été traînés devant la justice et tout est resté dans le flou. Qui a donné l'ordre de tirer. Et comment ça se fait qu'il y a eu plus de 500 morts et plus de 2000 blessés. Donc ça reste dans le dossier noir des assassinats du pouvoir militaire algérien. Et dans le cas d'octobre 88, Khaled Nazar lui-même a reconnu que il a donné ordre, sauf que ce n'est pas de tirer sur des gens, mais... il a dit hier, d'ailleurs, nous allons revoir sa déclaration tout à l'heure. Il a dit le problème, c'est qu'il tirait en l'air et à terre, et qu'à terre, quand ça touchait... vous allez l'entendre vous-même. On va l'écouter tout de suite, je reviens vers vous. D'accord. Donc, voilà, M. Nazar qui s'exprime. Des manifestations de plus de 50 000 jusqu'à 75 000 hommes, malgré que, à l'époque, il y avait l'état de siège et interdiction de se rassembler. Parce que l'état de siège, c'est ça. Il y a interdiction de se rassembler, utilisation des armes uniquement pour faire disperser les gens, et dans des normes bien réglementées, à savoir on ne tire pas pour tuer,
on tire pour faire disperser, on désigne le chef désigne une arme, tire dans les jambes, après avoir donné des formations, pour faire disperser les gens, c'est tout. Le malheur, c'est que les gens, la troupe qui n'avait pas l'habitude au maintien de l'ordre, tiraient soit par terre, soit en l'air. Et c'est là où ça fait le plus de dégâts. Parce que tirer par terre, vous avez 2 projectiles au lieu d'un. Vous avez l'enveloppe qui est en laiton, qui part d'un côté, et vous avez le noyau d'acier qui part de l'autre. Devant une foule, c'est là où ça fait des dégâts. Aujourd'hui, vous vous dites que notre riposte était disproportionnée par rapport à la nature des événements? Non, je ne dirais pas disproportionné. Je dirais que je regrette, bien sûr, qu'il y ait eu des morts, mais il n'y avait pas moyen de faire autrement. Allez, Jody, il dit non, on tirait dans les jambes. Le problème, il a dit, c'est quand on tirait en l'air et par terre, c'est là où ça fait. Et surtout, il dit que par terre, il y avait 2 projectiles, l'un en laiton, l'enveloppe de la balle, et l'autre, le noyau en acier qui faisait donc 2 victimes au lieu d'un. Les militaires n'ont jamais tiré sur des gens. Hein. Ils ont tiré en haut, par terre, dans les jambes, hein, comme le printemps noir. Voilà. Aucune victime n'a été touchée en dehors de la tête et de la poitrine. Ça veut dire à hauteur d'homme. Absolument. Donc c'est de la foutaise. Ils se foutent de notre gueule, c'est des assassins, c'est des criminels. Maintenant qu'ils reconnaissent qu'ils ont assassiné des gens par erreur, qu'ils reconnaissent leur tort. Aujourd'hui, il y a des centaines de victimes d'octobre 88, de la décennie noire, du printemps noir, qu'ils reconnaissent leur tort, leur crime. C'est très important de réhabiliter ces gens-là dans leur droit. Aujourd'hui, c'est la négligence totale. C'est l'État qui tourne le dos à ces victimes. C'est le déni. C'est le déni. C'est une injustice. C'est l'injustice de pauvres citoyens vis-à-vis de leur État. Maintenant, parlons de la gestion d'après octobre 88. Moi, j'estime que maintenant, avec du recul, on se rend compte des lacunes de ce que la classe politique de l'époque a raté. Vous imaginez que le FLN qui a mené le pays vers la catastrophe, et qui a été attaqué par les manifestants d'octobre 88. Absolument. Donc, les édifices qui symbolisent cet État. Les Kasma, les Muhafadat. Les Kasma, les Muhafadat, beaucoup de symboles de l'État ont été attaqués parce que c'est pour dire que le mal réside dans ce pouvoir, dans cette armée, cette équipe qui gouverne depuis 1962 jusqu'à la date d'octobre 88. Eh bien, l'opposition de l'époque aurait dû, peut-être, je dirais, ils auraient pu refuser que le FLN et les gens qui ont mené le pays vers la catastrophe de gérer la transition. Donc, de refuser, c'est-à-dire la gestion du FLN. Par contre, on a vu que c'est la course vers l'obtention d'agréments. Il faut reconnaître, donc ils ont créé des problèmes pour occuper des partis politiques tels que le FFS, ils ont essayé de créer le FFS1 et le FFS2, ils ont essayé de jouer sur des dissidents entre des groupes et des courants politiques, tout en gagnant du temps. Donc vous imaginez, Belkhadem qui a géré la ruine et qui va gérer la transition. Donc vous imaginez quel type de transition. C'est à l'image de la Roumanie. On a bien vu qu'en Roumanie, c'est un putsch, c'est exactement le même scénario que la police politique algérienne. Donc la Securitat, qui a créé un tribunal de toutes pièces, donc qui a jugé, condamné et exécuté Ceausescu et sa femme. Ils ont jeté même des cadavres dans des morgues, oui, pour faire croire, des morgues, et tiré sur des morts pour faire croire que Ceausescu a assassiné, a tué. Oui. Donc nous l'avons exécuté. On a vu que les 5 ou les 10 premières années de la Roumanie, c'était la continuité de la politique, l'ancienne politique. Il n'y a eu transition qu'à l'arrivée de Iliescu. Donc, par contre, malheureusement pour nous en Algérie, le silence de certains a fait que le pouvoir a géré la transition. Il a géré la transition en donnant des miettes. Quand il a ouvert, il a autorisé la création des journaux, de la presse libre, vous imaginez que les gens qui étaient dans le Moudjahid des Chab,
qui faisait l'éloge du pouvoir, qui insultait tout le monde, toute personne qui critique le pouvoir, qui traitait tous les opposants de misérables et de traîtres. C'est eux qui ont créé des journaux et leur ont donné 3 années de salaire. C'est-à-dire, voilà, on te donne 3 ans de salaire, tu crées ton journal et tu es payé par l'État. Vous imaginez que ce type de comportement, ce type de journalistes vont créer réellement une presse libre avec une nouvelle mentalité, avec la nouvelle donne. Jamais c'est de la foutaise. Absolument. Donc, autre chose. Les jeux étaient faussés au départ. Dès le début. Voilà. Le fait d'accepter que le FLN gère la transition, la classe politique de l'époque, y compris Ahmed, ont été induits en erreur. Ils ont été induits en erreur parce qu'ils ont accepté que la source du mal va gérer la transition. Racham Hamida. Donc automatiquement, le résultat, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Vous allez voir qu'ailleurs, le premier acte, c'est d'ouvrir des radios libres, des chaînes de télévision libres. Ah non, la télé et la radio, ils n'ont pas joué. 29 ans après, il n'y a pas de radio libre. Oui. Y compris les radios qui sont en train de créer ici et là, ce n'est que des chaînes de propagande du pouvoir. Absolument. Et d'ailleurs, à Tizi Ouzou, par exemple, on crée une chaîne pour passer des chansons, des programmes arabophones. Mais bon sang, vous créez une chaîne pour des Kabyles et vous leur donnez un programme en arabe, mais ils n'ont pas eu assez d'arabisation depuis 62 jours d'aujourd'hui. Même le peu d'espace que vous leur donnez à Tizi Ouzou Bjaya, vous retournez contre. Eh bien, ils mènent la même politique, c'est la même ligne éditoriale de l'Moudjahed, de l'Qanat al-Oula, la chaîne 2. Sauf que c'est bien arrangé, ça donne l'impression que c'est libre, que ça critique. Mais restez avec nous, allez, je dis, nous allons faire le tour des autres invités. Khaled Ziyari, vous étiez cadre de la Direction générale de la Sûreté nationale au moment du 5 octobre, des événements du 5 octobre. Vous avez entendu M. Nazar qui nous dit que non, on a tiré sur les jambes, on a tiré en l'air, on a tiré par terre et que les morts, bon, ils sont presque imaginaires, quoi. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, écoutez, d'abord, Khaled Nazar est connu. Hein, Khaled Nazar est un menteur, il est connu. Et puis, il tente un peu de justifier sa réaction par le fait que, voilà, on a tiré en bas, on a tiré en haut, alors qu'il y a des victimes qui ont été criblées de balles. Il y a une victime qui a reçu 9 balles, tirées pratiquement à bout portant, et qui s'est évidemment manifestée en disant, voilà, après son établissement. Donc, ce que dit Khaled Nazar, moi, je ne le prends jamais en considération. Donc, j'étais sur le terrain et j'étais acteur de la situation. Il a voulu régler le problème à sa manière, la manière forte. La police était contre, évidemment. Alors, nous avions préconisé une médiation étalée sur plusieurs jours, quitte à aller jusqu'à 5-6 jours et trouver une solution par rapport à l'utilisation de balles réelles. Et finalement, Khaled Nazar a dit non, il avait une autre approche de la solution. Et son approche a conduit à 500 morts et à des dizaines de blessés, et avec tous les dégâts qui ont accompagné. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la fusillade de Bab el Oued aux abords de la DGSN? Aux abords de la DGSN, il y a un officier militaire qui a pris peur, qui a paniqué au vu de la foule qui s'avançait. Il a tiré en l'air d'abord. Et puis après, c'était la pagaille, tout simplement. Mais on dit qu'il y avait un véhicule banalisé d'où serait... Jamais. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il n'y a jamais eu ça. Et le directeur général de l'époque a déclaré à la presse qu'il n'y avait jamais eu ça. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Nadir Khediri aussi, a dit qu'il n'y avait ni voiture banalisée, ni quelqu'un qui a tiré. C'est tout simplement un officier militaire qui a paniqué et qui s'est mis à tirer. Par la suite, il y a eu évidemment ce qu'il y a eu. Le massacre est venu par la suite. Ce carnage de Bab el Oued, il y a eu combien de morts et de blessés? Écoutez, j'ai plus le chiffre, mais ils sont nombreux, pas moins de 60 à peu près. C'est le tas, à proximité de la DGSN, hein. Pas moins de 60 à peu près. Hein. Bon, j'ai pas le chiffre exact, mais je l'ai dans mes documents.
Mais donc, pour revenir à Khamnoussar, c'est un bonhomme responsable de ce qui s'est passé, évidemment. Il tente de justifier sa position. Moi, je le comprends. Ben bon, à sa décharge, il a reconnu au départ qu'il n'avait rien à voir avec la gestion de l'ordre public, qu'il ne connaissait rien à l'ordre public, qu'il fallait consulter des bouquins pour avoir une idée. Donc, il ne fallait pas gérer d'abord la situation à Alger, sinon laisser les gens compétents en la matière, notamment les services de police. C'est les meilleurs en matière de gestion de la voie publique, de l'ordre public. La police était débordée, il est vrai. On n'avait pas les moyens ni humains ni matériels, mais néanmoins, on a entamé une procédure de médiation qui allait aboutir. C'est une procédure qui a toujours été utilisée par la police durant les événements de Kabylie, tous les événements passés qui avaient un caractère un peu difficile. Et qui a convaincu, d'après vous, qui a convaincu Chadli Benjedid de donner la troupe contre la population? Écoutez, c'est lui-même, c'est Khamnoussar qui conseillait Chadli. D'autres disent que ce serait l'Arbi Belkhair. Écoutez, Khamnoussar, c'est l'Arbi Belkhair, il ne faut pas les dissocier. C'est une même personne, Khamnoussar et l'Arbi Belkhair. Donc Chadli non seulement a confié la gestion d'Alger à un ex-soldat de l'armée française, il faut le dire, c'est grave, d'une part, et puis il lui a donné carte blanche, au point où le chef hiérarchique de Khamnoussar, c'était Belouchet à l'époque, le chef d'état-major, n'arrivait pas à calmer ce type, mais à le raisonner. C'est qu'il avait, son approche de solution était claire, c'est l'action armée, la contre-action armée, tout simplement, et il a autorisé ses soldats à tirer sur la foule. Et c'est ce qui s'est passé. Et il y a eu ce qu'il y a eu. Restez avec nous, Khaled Ziari. Soufiane Jilali, pour en revenir à cette fameuse transition démocratique dont nous parlait Ali Aïdjoudi, vous pensez qu'effectivement l'opposition n'a pas su s'imposer dans la transition, lui donner une direction, s'imposer en véritable alternative plutôt que de jouer un rôle? Oui, c'est clair que l'opposition n'avait pas su s'imposer, mais il ne faut pas demander l'impossible aussi. Il faut se remettre dans le contexte. En 88, l'Algérie avait déjà vécu 27 ans de régime unique, le parti unique, personne n'avait le droit de faire une association, même pas une association de parti. Tout était verrouillé et il est forcément très très difficile de demander à ce qu'une classe politique émerge d'un seul coup comme ça, capable de comprendre ce qui se passait et d'être en dehors du système, alors que l'Algérie était entièrement un système. Donc il faut être réaliste. C'est une période de confusion où il y a eu beaucoup de choses et le contraire. Le régime lui-même était en pleine contradiction. C'est pas pour rien qu'il a exposé. D'ailleurs, la théorie explicative d'octobre 88 n'est pas encore définitive parce que on ne sait pas jusqu'où il y a eu manipulation d'une partie contre une autre, jusqu'où le régime lui-même est impliqué dans cette opération. Je pense que globalement, il faut penser que l'Algérie avait à peine quelques décennies d'une expérience socialisante à parti unique où il y a eu éradication de toute classe intellectuelle en dehors de celle qui était à l'intérieur du régime, qui servait en tant que technocratie. Je crois qu'il n'y avait pas tellement le choix pour notre société que de vivre quelques soubresauts. Le malheur est qu'au lieu qu'à la sortie de ces soubresauts, on aille vers la construction d'un état de droit, d'une véritable démocratie, là, toutes les cartes se sont mêlées. Il y a eu des courants idéologiques extrêmement puissants pour des raisons historiques aussi, qui n'ont pas joué le jeu de la démocratie et ça a fait... Et vous-même, Soufiane Jilali, qui étiez un jeune homme politique qui s'engageait dans une mouvance avec d'autres de vos camarades à l'époque, vous y avez vraiment cru que ça aurait pu déboucher vers une véritable transition, vers une véritable démocratie, vers un véritable état de droit? Vous y avez cru à ce moment-là? Oui, personnellement, j'y avais cru, d'autant plus que j'étais à ce moment-là
comme vous dites, jeune chercheur à l'étranger, j'aurais pu faire ma carrière là-bas, mais j'avais senti qu'il y avait une possibilité pour que la démocratie s'installe dans mon pays. Et j'ai dit, je n'ai pas le droit de rester moi pendant que les autres s'impliquent pour construire l'avenir du pays. Donc je l'ai fait en toute bonne foi, en toute bonne conscience, et je ne regrette absolument rien du tout. Maintenant, qui est-ce qui aurait pu faire une transition maîtrisée, raisonnable et productive? Ça aurait dû être le pouvoir en place. Parce qu'il avait les éléments en main, il connaissait les hommes, il connaissait les institutions, il avait en main l'argent, il avait le pouvoir. Mais je crois qu'eux-mêmes ont été dépassés par l'histoire, ils n'ont pas su gérer, ils n'ont jamais compris qu'est-ce qui se passait vraiment dans le fond dans la société. Bien sûr qu'à la surface, il y avait des enjeux politiques, des histoires de postes, d'argent, d'avantages à en tirer, etc. Mais ça ne suffit pas pour expliquer un bouleversement aussi profond qui a mené très rapidement, au bout de quelques mois, à des dérapages de violence inouïes, avec présence d'armes partout, avec des assassinats, avec des vengeances terribles, avec des bavures de tous côtés. Ça ne peut pas s'expliquer par simplement quelques erreurs politiques ou la malfaisance de quelques personnes. C'est beaucoup plus grave et beaucoup plus profond, et c'est pour ça que c'est resté pendant au moins 10 ans où on a traîné une violence inouïe, en attendant que les choses s'apaisent petit à petit pour qu'on puisse comprendre. Moi, j'essaie d'avoir une approche un peu plus dans le détail, dans la profondeur des choses, et ne pas faire des jugements aussi rapides et aussi... mais Soufiane Djilali, comment ne pas être tenté par des jugements assez sévères, puisqu'aujourd'hui, force est de constater que c'est une vraie bérésina. Finalement, ce qu'a permis octobre 88, les fameuses réformes, les fameuses ouvertures, c'est une presse en trompe-l'œil, c'est un multipartisme pour rire. C'est un syndicat qui aux affaires, enfin pas aux affaires, qui est dans les affaires, dans le petit trafic. C'est l'abus érigé en règle et en système. C'est un président qui n'est même pas en charge du pays. C'est un parlement qui est élu à moins de 20% de la population. C'est une gabegie absolument indescriptible. Comment ne pas aller au fond des choses ? Non, le jugement peut être aussi dur que vous venez de l'exprimer, il n'y a pas de doute. Mais il ne faut pas confondre toutes les phases, parce qu'entre 88 et 91, à partir de début 92 jusqu'en 99, ce sont des périodes différentes. Même le régime s'est comporté de manière différente, même si la trame était là. Oui, mais nous faisons un bilan. Nous faisons un bilan aujourd'hui. Pardon ? Nous faisons un bilan aujourd'hui. Oui, alors si on fait le bilan jusqu'en 2017, c'est autre chose. Ce sont des bilans par période et la conclusion est dramatique pour nous. On n'a construit ni état de droit, ni démocratie, ni institution, ni économie, ni rien du tout. Au contraire, on a détruit ce qui restait et nous sommes comme ça dans une société complètement disloquée et délabrée. Et ça, à n'en pas douter que c'est à mettre à l'actif du régime. Restez avec nous, Soufiane Djilali. Ali Edjodi, je voyais que vous trépigniez, vous vouliez répondre. Mais avant, j'ai quelques questions précises à vous poser. Je vous demanderai de répondre assez rapidement. D'abord, Louisa Hennoun, il n'y a pas très longtemps, a dit non, l'Algérie n'a pas besoin de son printemps arabe ou de son printemps des peuples. Il a eu son printemps en 1989, après la révolte de 1988. Elle a tout à fait raison. C'est que l'Algérie a eu son printemps en 1988, sauf que c'est un printemps raté. Et Louisa Hennoun de 1988, je reconnais en elle l'opposante, une femme qui a été torturée, qui était à l'avant-garde des causes justes, de la démocratie, de la majorité, des causes justes. Maintenant qu'il est dans le Montjoie, il a choisi son camp, il a changé de direction. Mais notre printemps, nous l'avons eu en 1988, il faut reconnaître.
Il faut reconnaître qu'en Mais c'est un printemps qui n'a pas donné de fruits. Malheureusement, parce que, je vais vous dire, il faut reconnaître au moins une chose, que le pouvoir en 1988 a chaviré. C'est une réalité. Oui. L'opposition pouvait arracher plus d'acquis, Oui. plus de concessions, chose qui n'a pas été. L'Assemblée constituante... Comment vous expliquez ça? Ils sont laissés corrompre? Non, je ne dirais pas ça. Donc, ils sont un petit peu précipités vers la facilité. Ils ont cru. Tout d'abord, on n'a pas le droit de croire un dictateur, un criminel, une jette militaire qui s'est accaparé le pouvoir, qui a assassiné Karim Belkacem, qui a assassiné Abban Ramadan, qui a assassiné Mdaghri, qui a assassiné plein de gens, et qui tirait à l'époque en 1988. Louis Zahnoun elle-même et Hosseini Ahmed à l'Assemblée nationale, ils étaient invités, ils ont crié haut et fort, il y a des gens qui tirent, qui descendent dans des fourgons, qui tirent sur la population. Au jour d'aujourd'hui, on ignore, il n'y a eu aucune suite. Il y a des crimes non élucidés. Au jour d'aujourd'hui, c'est l'impunité totale. Les criminels sont au pouvoir, et ils n'ont pas levé le petit doigt pour élucider, pour mettre au diapason. Mais ils ne peuvent pas, puisque ce sont eux qui sont à la cause de ce qui s'est passé. Absolument. Juste pour dire qu'à l'époque, le pouvoir a chaviré. L'Assemblée constituante était possible à cette époque. Mais la classe politique, parce que même le pouvoir, il a créé une pseudo-classe politique. Il tolérait 15 personnes de créer un parti politique qui avait une diarrhée de plus de 60 partis. Plus de 60 partis, alors que dans la réalité, il n'y a pas 60 courants politiques dans cette Algérie de l'époque. Donc c'est tout à fait normal que nous avons raté le cap. Vous savez que le fait que le pouvoir, l'opposition a laissé le pouvoir verrouiller la presse, verrouiller les radios, les chaînes radiophoniques, verrouiller la télévision et ne pas créer d'autres... Là, c'est une grande concession. Le fait de laisser l'Assemblée nationale, ici du parti unique, gérer la transition, c'est une concession de taille. Il faut reconnaître qu'à l'époque, la loi 90-31 qui autorisait les associations culturelles, c'est une grande avancée par rapport au jour d'aujourd'hui. La loi 90-31, on peut créer un syndicat autonome, on peut créer une association, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, l'opposition de l'époque a laissé, même le fait d'aller courir derrière les municipalités de l'époque, parce que le pouvoir a jeté un os. Et tout le monde était derrière. Malheureusement, le code communal n'a pas changé. Le maire n'est qu'un petit fonctionnaire, khammaz, chez un chef de daïra. Est-ce que le fait de créer cette profusion de petites activités, j'allais dire, de petits fonds de commerce politique, est-ce que justement ce n'était pas fait exprès pour noyer le poisson? Donc c'était l'objectif. Et le pouvoir réellement, il a réussi à noyer d'abord les grands courants politiques et les personnalités politiques qui étaient influentes, qui exerçaient une autorité morale sur la population. Donc ils sont devenus insignifiants devant cette multitude de partis microscopiques. Donc, au point, les gens n'ont rien compris. Donc, voter pour qui, sur qui, pourquoi, c'est qui. Il y a des nouvelles têtes, il y a des gens, Bahar Sahara, il y a quelqu'un qui est des journalistes de pompe. Enfin, on a vu de toutes les couleurs. Sauf que c'était plus du spectacle. Et on a raté, c'est l'opportunité. Parce que je vais te dire, Djamel, si on ne fait pas réellement un vrai constat, un vrai diagnostic, la même situation de 88 peut se reproduire demain. Elle peut se reproduire demain. Avec ce pouvoir qui risque de tomber un jour ou l'autre, il peut y avoir des contradictions à l'intérieur même de ce système corrompu. Donc à tout moment, il peut y avoir un vide et l'opposition ou la société civile et le peuple doit assumer ses responsabilités. Si on ne tire pas les leçons du passé, si on ne tire pas les leçons de nos erreurs en tant que peuple, en tant que population, en tant que société civile, en tant que militants de partis politiques, eh bien les mêmes erreurs vont se reproduire, le même système va s'adapter de nouveau à la nouvelle situation telle que l'on fait depuis 88 à ce jour. Et j'ai une question pour vous, la même d'ailleurs que j'ai posée à Khaled Ziari. Alors, tout le monde s'était étonné que la Kabylie, région contestataire par excellence depuis 1963,
qui a toujours été à l'avant-garde de la contestation politique, tout le monde s'est étonné qu'elle n'ait pas été présente en octobre 88, mais d'une façon très remarquée. Et ces derniers temps, nous apprenons de plus en plus que les services de sécurité, à travers justement certains activistes, certains politiciens kabyles, ont tout fait pour que la Kabylie ne suive pas, parce qu'ils ont compris que si la Kabylie rejoignait le mouvement du 5 octobre, c'en était fini pour le régime. Et ils ont réussi à dégoupiller la situation et la Kabylie n'a pas marché. Comment expliquez-vous ça? Moi, je vous renvoie au livre de Khaled Zaghar, notre ami Khaled Zaghar, dont je ne retiens pas le nom du livre, je m'excuse, mais dans un refrain, dans un paragraphe, il cite ceci, c'est-à-dire que des personnalités politiques ont été reçues à la présidence de la République. Yahya Abdel-Nour, Hachemi Nejjoud Flessia Forbin et Saïd Sadi. Donc ils étaient reçus, et quand ils étaient reçus, donc l'Arabie Belkhair s'est excusé auprès d'eux en disant qu'on s'excuse, la dernière fois Chedli était là, mais cette fois-ci, alors Hachemi Nejjoud et Yahya Abdel-Nour ont compris que Saïd Sadi était déjà reçu auparavant. Donc le pouvoir a misé sur la neutralité de la Kabylie. Alors, certains racontent qu'ils ont averti certains activistes tels que Sadi en leur disant que cette fois-ci, si la Kabylie bouge, ça sera le feu et le sang. Mais d'un autre côté, quand on voit l'évolution de la situation, la création d'un parti politique avant même l'adoption de la nouvelle constitution, les rôles qui ont été attribués à une nouvelle classe politique, on comprend qu'il y a eu des complicités à l'intérieur même de la Kabylie. Et je vais vous dire une chose. Justement, qui a reçu une rafale d'un gendarme le 6 octobre. Parce qu'il distribuait des tracts pour appeler la Kabylie à rejoindre les autres Algériens. Absolument. Voilà. Il n'a pas accepté, lui qui était à l'avant-garde du MCB, des Cauchus, de la majorité, des droits de l'homme, parce que Ma'atoub Belounes, en premier lieu, il est militant des droits de l'homme. Il faut le souligner. Eh bien, on lui a tiré dessus pour l'assassiner. Pour qu'il ne distribue pas ses tracts et pour qu'il n'appelle pas la Kabylie à rejoindre le 5 octobre. Absolument. Donc, tout dire. La volonté de neutraliser la Kabylie avec la complicité de l'intérieur même de certains activistes politiques de l'époque a fait que la Kabylie n'a pas bougé. Eh bien, aujourd'hui, quand la Kabylie bouge, on dit souvent que, écoutez, la Kabylie ne s'est pas solidarisée avec vous en 1988, il faut les laisser crever aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le même scénario dont on va sur les réseaux quand on vous dit, écoute, la Kabylie souffre, mais est-ce que les autres régions ont bougé? Finalement, c'est un coup de maître. Ce qui a été semé par le pouvoir, on est en train de la récolter aujourd'hui. Khaled Ziyari, même question, votre avis sur cette manipulation de la Kabylie pour qu'elle ne bouge pas le 5 octobre? Non, je pense que moi j'ai une autre perception des choses et des événements. La Kabylie, les revendications de la Kabylie ont toujours été des revendications politiques, démocratiques, identitaires. Ce n'est pas le cas pour le 5 octobre, c'est autre chose. Donc ce sont deux contextes différents. Moi je mets ça sur la nature des revendications. Les jeunes, quand ils sont sortis, ils ne sont pas sortis pour la démocratie. Mais pourquoi Khaled Ziyari? Après le deuxième, troisième jour, il y a eu une forte mobilisation politique, celle d'élite, celle des islamistes. Pourquoi dire ça? Non, sauf en Kabylie, évidemment. Moi, je pense que ce sont deux natures différentes de revendications. C'est pour cette raison, moi, tout ce qui est manipulation, j'y crois plus beaucoup, parce que déjà au niveau des services de police, on n'a pas utilisé ni manipulation, ni instrumentalisation, ni absolument rien du tout. On a été content, évidemment, qu'il n'y ait pas de troubles en Kabylie. Ça aurait fait beaucoup de dégâts, il est vrai.
Mais ces considérations de manipulation, j'y crois pas beaucoup. Hein. Moi, sur le plan politique, j'y crois pas beaucoup. Hein. Rapidement, oui. Il faut reconnaître qu'en 80, ce n'est pas uniquement la majorité. C'était les droits de l'homme, le pluralisme syndical, politique. Eh ben, 1980 a poussé les gens à se libérer, à casser, à briser cette barrière psychologique du parti unique. Donc il y a eu 82 par la suite, il y a eu 84, il y a eu les événements de Constantine, de l'Oranais. 88 est une suite naturelle à 80. Parce que je suis tout à fait... je ne partage pas l'avis de notre ami Ziari. Pour moi, 88 est une suite naturelle du premier soulèvement, du deuxième soulèvement, parce que le premier soulèvement, c'est 1963. Et on n'oublie pas le soulèvement de 1980, je m'incline devant de 1987 à Constantine. Martyrs, absolument. Constantine. Donc j'estime que 88 est une suite naturelle à toutes ces intifadas. Voilà. Soufiane Djilali, qu'est-ce que vous pensez de cette question? Écoutez, comme toujours, c'est très délicat de dire maintenant exactement la part de chacun. Il est évident que chacun a un peu raison. Il y avait un profond malaise dans la société qui refusait d'être embrigadé par le FLN, par le parti unique, par ce socialisme qui était imposé à tout le monde. Et donc, il y a eu des réactions sporadiques. Une fois, comme vous le disiez, 84 à Constantine, mais auparavant il y a eu le printemps berbère, il y a eu aussi 82 même à Alger. Et donc de façon sporadique, ce refus du pouvoir se transposait d'une localité à l'autre. 88 n'a pas été vraiment une rébellion pour la démocratie, soyons honnêtes et francs, il n'y avait pas, la population n'était pas politisée à ce point, ne recherchait pas la démocratie et l'état de droit, elle n'en avait pas vraiment conscience, mais simplement elle rejetait une oppression, un pouvoir qui était injuste, fondamentalement injuste, et les difficultés de vie qu'on avait au quotidien. Soufiane Djilali, dernière question. Vous pensez qu'il est possible de réactiver ces aspirations nées au lendemain d'octobre 88? Je n'ai pas bien entendu la question. Est-ce que vous pensez qu'il est vous pensez qu'il est possible de remettre sur les rails une transition politique qui puisse aller vers la démocratisation réelle de ce pays? Oui, je pense que plus que jamais, l'Algérie est mûre pour aller vers un état de droit et une démocratie. Bien sûr, ça ne va pas venir avec une baguette magique, ça ne va pas venir en un mois ou en une année, mais je pense très sérieusement qu'en un mandat de 5 ans, on peut tout remettre à plat. Un vrai processus constituant, faisant participer toute la classe politique et la société civile. Il faut arrêter de s'attaquer mutuellement entre les différents partis. Il faut que les institutions s'impliquent. Et il faut qu'on reconstruise notre pays parce qu'on n'en a pas un de rechange. Et il est devenu maintenant très urgent qu'on s'entende sur des règles du jeu politique, que tous les Algériens soient d'accord enfin sur quel type de gestion politique on doit avoir pour notre société. Merci, Soufiane Djilali. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Khaled Ziari, vous avez le moins intervenu, donc le mot de la fin vous revient. Quels sont vos espoirs, vos attentes? Est-ce que vous pensez... Je veux revenir un peu en arrière. Je vous en prie. Et pour la liberté de la presse. Oui. Moi, je vous dis qu'il y a eu réellement une liberté de la presse. On était en contact permanent avec les journalistes. Et en tant que service de police, on n'a jamais fait pression durant cette période sur les journalistes, ni les services de police, ni les services de renseignement. Donc, il y avait une liberté totale de la presse. Ça, c'est indiscutable. Alors, s'agissant des 500 morts des événements, moi, je vous précise que les 500 morts, c'est pas une journée. Hein. Ça, c'est pas pendant tous les événements. Ça s'est étalé sur une dizaine, une quinzaine de jours. Donc 500 morts à travers le territoire national. Sans oublier Pas les uniquement à blessés. Oui. Et le nombre de blessés, vous l'avez, Khaled Ziari? Blessés, moi, ce que j'ai au niveau de mes documents, j'ai 1200 blessés. Et parmi eux, beaucoup d'estropiés à vie, nous dit-on?
Pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup. Une dizaine, même pas une dizaine. Même Ah, pas une dizaine. ce n'est pas ce qu'on nous a dit. Il semble que les gens qui sont maintenant sur fauteuil roulant se compteraient par dizaines au pluriel. Il y a le livre noir sur octobre. Et il y a un livre noir sur octobre qui en fait état d'ailleurs. Là, je suis en contact avec le président de l'association des victimes d'octobre. Il est là. Il y a des moments où il témoigne même sur le Maghrébia. Non, il n'y a pas plus de 10 personnes. Hein. Pas plus de 10 personnes. Et vous pensez qu'il est possible d'aller enfin vers la démocratisation de ce pays? Plus tard, il faudrait le changement radical. Le changement radical ne va pas venir aujourd'hui. Donc il faut attendre et espérer. Donc il n'y a rien à dire. On peut rien dire actuellement. À l'heure actuelle, on peut absolument rien dire. Que ce soit au niveau de la population, que ce soit au niveau des partis politiques. Il n'y a absolument rien à dire. Nous sommes en état d'effondrement et on attend. Merci Khaled Ziyari, merci Soufiane Gilali, merci Ali Aïdjoudi. Avant de vous quitter, mes amis, nous allons encore vous repasser les images de Khaled Nzar en train de nous expliquer comment il y a eu autant de morts. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Les images de Khaled Nzar. Monstre. Des manifestations de plus de 50 000 jusqu'à 75 000 hommes, malgré que, à l'époque, il y avait l'état de siège et interdiction de se rassembler. Parce que l'état de siège, c'est ça. Il y a interdiction de se rassembler, utilisation des armes uniquement pour faire disperser les gens, et dans des normes bien réglementées, à savoir on ne tire pas pour tuer, on tire pour faire disperser, le chef désigne une arme, tire dans les jambes, après avoir donné des formations, pour faire disperser les gens, c'est tout. Le malheur, c'est que les gens, la troupe qui n'avait pas l'habitude au maintien de l'ordre, tiraient soit par terre, soit en l'air. Et c'est là où ça fait le plus de dégâts. Parce que tirer par terre, vous avez 2 projectiles au lieu d'un. Vous avez l'enveloppe qui est en laiton, qui part d'un côté, et vous avez le noyau d'acier qui part de l'autre. Devant une foule, c'est là où ça fait des dégâts. Aujourd'hui, vous vous dites que notre riposte était disproportionnée par rapport à la nature des événements? Non, je ne dirais pas disproportionné. Je dirais que je regrette, bien sûr, qu'il y ait eu des morts, mais il n'y avait pas moyen de faire autrement.